webinaire de la série Corae sur la thématique de l'agroécologie, biodiversité et sol. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de ce webinaire Lionel Aleto, directeur de recherche à l'INRAE, et Pierre Mallier, chargé de mission agronomie sol à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Ce webinaire est animé donc par Niels Ferrand, responsable méthodologique Corae, Guillaume Huby, chargé des missions Corae à Agropolis International, Pierre-Benoît Joly, président du centre INRAE Toulouse et délégué régional, chef de projet Corae, qui nous rejoindra en cours de webinaire, et moi-même, donc responsable du service innovation, recherche, développement à la Chambre régionale d'agriculture et responsable opérationnel Corae pour le réseau des chambres. Quelques mots d'introduction sur cette consultation et ce webinaire. Sur le plan logistique, vous dire que ce webinaire est enregistré pour pouvoir être visualisable en replay. Pour ceux qui suivent ce webinaire depuis leur smartphone, il est possible que quand il y a un changement d'écran, il faut réactiver le son depuis votre téléphone. Voilà. Et enfin, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire via le chat et on prendra un temps en fin de présentation pour répondre à vos questions. Je peux passer à la slide suivante. Donc, rapidement, vous redonnez le cadre. Corae, c'est une consultation expérimentale qui est une première en France et qui a vocation à être dupliquée ensuite dans d'autres régions, dont l'ambition est de re-questionner et de mettre en débat la façon dont la recherche, la formation et le développement peuvent contribuer à répondre plus efficacement aux défis de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement dans les territoires de notre région. Cette initiative est portée par l'INRAE et la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, avec l'appui d'Agropolis International. C'est une consultation parrainée par la DRAF et la région, avec le soutien des agences de l'eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, et la participation des instituts techniques agricoles, de la coopération agricole, de l'enseignement agricole et de tous les acteurs de l'agriculture, alimentation et environnement dans notre région. Et bien évidemment, sont associés les habitantes et habitants de la région à cette grande consultation. Slide suivante. Avec cette consultation Corae, on a voulu faire une consultation très large qui articule deux modes de délibération publique. Les collèges, donc une consultation via les collèges qui représentent des familles professionnelles. On a le collège agriculture, les filières, les associations, autorités publiques, élus locaux, recherche et formation, instituts et instituts techniques agricoles, et les panels qui sont des personnes tirées au sort après des appels à candidature où on a trois catégories représentées: les agricultrices et agriculteurs, les scientifiques et corps techniques INRAE et les citoyennes et citoyens non présents dans les deux précédentes catégories. Sont associés des experts, comme ce soir donc, Lionel et Pierre, et via la consultation en ligne de la région, il y a possibilité, on a ouvert des modalités de participation plus larges. Slide suivante. Au niveau des attendus de Corae, des objectifs visés,
Il y a 4 grands objectifs. Le premier, c'est de partager, d'avoir des visions communes sur les enjeux, contraintes locales de nos systèmes alimentaires et des défis à relever pour la RDI, la recherche, développement et l'innovation. Ensuite, derrière, établir collectivement des priorités pour l'ensemble des acteurs du système de la recherche, développement, innovation et de la formation pour aider à formuler de nouvelles directions de recherche afin de répondre aux défis. On a bien une approche par l'impact et derrière, parmi les points de sortie, au niveau de l'INRAE et de la Chambre régionale, il s'agira pour l'INRAE de travailler sur l'articulation de sa stratégie nationale au regard des dynamiques territoriales, afin d'améliorer sa réponse aux défis en partenariat avec les acteurs du territoire. Et pour la CRAO, il s'agira, avec les partenaires de l'écosystème IRD, d'actualiser la feuille de route IRD partenaire qui a été écrite en 2016, en réponse au décret de 2016 sur l'organisation des chambres d'agriculture. Pour terminer cette introduction, si tu peux passer à la slide suivante, rappeler que la vocation des webinaires de la web-série que nous avons programmée, c'est d'amener des éléments de contexte aux participants des panels, des collèges, et d'ouvrir un temps d'échange avec des experts. Après, on a pris le parti d'ouvrir plus largement ces webinaires qui sont, comme je l'ai dit en introduction, enregistrés et partagés publiquement. Donc, nous sommes aujourd'hui, c'est le 4e webinaire sur la thématique de l'agroécologie, biodiversité et sol. Vous avez sous les yeux dans la slide la thématique des 3 autres webinaires, le prochain ayant lieu le 12 février en présence des experts Bruno Lyon et Pierre Boulard. Je ne vais pas être plus longue parce que je crois qu'il y a des fans de rugby dans l'assistance. Il ne faudrait pas rater le début du match. Donc, je laisse la parole à Lionel et Pierre. Merci Sylvie. On va pouvoir partager notre diaporama. Voilà, normalement c'est bon pour tout le monde. Pierre, c'est bon? Ok. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Lionel Leto, directeur de recherche INRAE à Toulouse, une unité qui s'appelle Agir pour agroécologie, innovation et territoire. Et Pierre, je te laisse te présenter. Et donc Pierre Mallier, dont je suis effectivement chargé de mission à la Chambre régionale d'agriculture et pédologue également, donc avec un fort attrait pour les sols. Et donc on va faire une présentation à 2 voix, avec les 2 voix qui vont se répondre. Avec Pierre, on a construit le diaporama en ce sens, pour traiter des questions d'agroécologie, de sol et de biodiversité, en essayant d'essayer de mettre en évidence la nécessité de penser ensemble la transition des systèmes agricoles, et donc penser ensemble cette agroécologie, cette gestion des sols et de la biodiversité. Alors pour commencer, on nous a demandé d'essayer d'exposer le plus brièvement possible, parce qu'on va tenir le timing imposé, mais qu'est-ce que l'agroécologie? Donc on va voir déjà que c'est pas forcément simple. Puis dans un second temps, on abordera des aspects autour des sols, et notamment qu'est-ce qu'un sol vivant? C'est des termes que l'on peut utiliser parfois ou que l'on entend, donc et Pierre définira précisément ce que l'on met derrière cette terminologie. On reviendra sur quelques éléments illustrant ce qu'est la biodiversité dans les territoires agricoles. Et puis l'idée, c'est de se rendre compte finalement que quand on regarde tous ces éléments, tous les ingrédients sont là pour renforcer la durabilité de nos systèmes agricoles et de nos territoires, mais évidemment, il reste encore beaucoup de difficultés, et notamment des verrous, notamment dans quelques filières. Donc c'était l'idée d'en illustrer au moins un pour voir comment soutenir et encourager l'agroécologie. Alors, pour commencer, un élément de cadrage sur ce terme qui a évolué, dont la définition a évolué au cours du temps, entre ces premières définitions et celles qu'aujourd'hui on considère.
Et aujourd'hui, on s'accorde à dire que l'agroécologie, c'est un ensemble disciplinaire alimenté à la fois par le croisement des sciences agronomiques, donc avec des approches qui sont très biotechniques. On essaye de comprendre les régulations qui peuvent s'opérer par des auxiliaires qui vont contrôler des ravageurs, par exemple. Et donc, on appelle pour ça les connaissances et les cadres de l'écologie, et on les applique à des agroécosystèmes, mais on mobilise également les sciences humaines et sociales. Et donc, aujourd'hui, l'agroécologie, on l'envisage comme un changement de trajectoire de nos systèmes agricoles, mais en branchant également le système alimentaire. On ne s'arrête pas aux limites d'une parcelle ou d'un paysage. On va essayer de comprendre également tous les enjeux qui s'opèrent à des échelles différentes, et notamment à l'échelle des filières agricoles. Donc c'est aujourd'hui considéré comme une alternative à une agriculture qui était qualifiée d'intensive, et pour mettre un terme derrière intensive, on veut dire ce qui reposait principalement sur l'artificialisation de la gestion des cultures par l'usage des intrants de synthèse, donc des engrais, des pesticides ou des énergies fossiles. Donc l'agroécologie s'appuie et promeut sur des systèmes de production agricole qui va valoriser la diversité biologique et les processus naturels, et ce pour rendre des services autour du cycle de l'azote, et donc de la production de protéines, du carbone, de l'eau et des équilibres biologiques entre les organismes ravageurs et ceux qui sont auxiliaires des cultures. Donc cette définition, aujourd'hui, on la partage, et vous pouvez la retrouver dans le dictionnaire de l'agroécologie, et dans lequel il y a également plein d'autres définitions si vous souhaitez aller plus loin. Et donc finalement, dans sa définition la plus large, l'agroécologie, c'est vraiment une approche qui vise à promouvoir des systèmes alimentaires viables, respectueux à la fois des hommes et de leur environnement. Et donc, vous comprenez qu'en cela, on ne s'intéresse pas uniquement à ce qui se passe dans les parcelles. Pour autant, quand on zoome un petit peu et qu'on essaie de voir concrètement en quoi ça concerne de mobiliser de l'agroécologie, il ne va pas être simple de répondre, parce que si on pouvait vous dire ce système, il est complètement agroécologique et celui-là ne l'est pas, bon, on aurait probablement avancé, mais en même temps, ce serait peut-être un petit peu triste de qualifier uniquement à travers d'un prisme. Et donc, finalement, l'agroécologie, il faut avoir en tête que c'est un cadre global de réflexion dans lequel on va aller piocher des éléments dans des systèmes que l'on va qualifier de plus ou moins agroécologiques. Alors, quand on regarde finalement ce qui peut s'opérer avec un gradient de diversification dans l'espace et dans le temps, par exemple, une diversité de cultures présentes sur un territoire, donc ça va être un gradient de diversification spatiale, mais y compris sur une parcelle, d'avoir des mélanges de cultures plutôt qu'une seule espèce présente, et puis temporelle, c'est-à-dire au cours des successions culturelles, avoir de la diversité. Et donc si on représente ce gradient, eh bien, on va essayer on fait l'hypothèse que par cette diversification, on va pouvoir réduire progressivement et significativement l'utilisation des intrants de synthèse, jusqu'à arriver à des niveaux d'utilisation d'intrants extrêmement faibles, voire en s'en passant, par exemple, dans les systèmes d'agriculture biologique où les intrants de synthèse ne sont pas utilisés. Et donc, pour pallier à cette diminution des intrants de synthèse, on va avoir recours à l'expression de fonctions et de services écosystémiques. Par exemple, j'évoquais la fixation de l'azote par des légumineuses, qui va permettre d'alimenter des plantes et donc fournir une certaine quantité d'azote par les plantes, que ce soit par les plantes de service ou des cultures ou dans des cultures de rente, ou des régulations biologiques. Et donc, si on dispose les différents systèmes de culture que l'on connaît, les systèmes de production sur ce gradient, de façon très simplifiée et absolument pas figée, on peut avoir des systèmes qui sont plus ou moins positionnés sur ce gradient, mais ça donne les grands traits. Mais finalement, on va retrouver plutôt dans des systèmes peu diversifiés et encore reposant sur beaucoup d'intrants, l'ensemble des systèmes autour des qualificatifs agriculture conventionnelle, agriculture raisonnée ou agriculture de précision. Pour faire très simple, c'est des systèmes qui vont surtout s'intéresser à l'efficience des intrants, favoriser une meilleure absorption de l'azote que l'on a apporté par les engrais ou une meilleure utilisation des produits phytosanitaires, mais qui ne vont pas aller au-delà et qui ne vont pas essayer forcément de s'en passer et de reconcevoir finalement des systèmes pour ne plus avoir à les utiliser. Et donc, il faut vraiment basculer vers des systèmes soit dits d'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est des systèmes qui vont viser à, comme leur nom l'indique, préserver ou à réaméliorer la fertilité des sols par des pratiques adaptées, des systèmes d'agriculture biologique, donc qui vont se passer de l'utilisation d'intrants de synthèse, ou des systèmes, alors là on pousse encore le curseur dans la diversification en mettant des arbres, des systèmes agroforestiers, et c'est vraiment dans ces systèmes que l'on va avoir, alors plus ou moins progressivement, mais un arrêt, une diminution forte de l'usage des intrants au profit de l'expression des fonctions écosystémiques. Alors on a d'autres termes qui aujourd'hui apparaissent quand on parle des systèmes agroécologiques, donc l'agriculture régénérative, dont les contours sont encore à préciser, mais dans les grandes lignes remobilisent
les principaux leviers qui sont mobilisés dans l'agriculture de conservation ou l'agriculture biologique, à savoir plus de diversité, plus de couverture des sols, moins de perturbation des sols. Et puis, on trouve également des terminologies comme agriculture respectueuse du climat. Et là, on comprend que le lien avec les enjeux d'adaptation de nos systèmes au changement climatique sont très forts. Et finalement, l'agroécologie, c'est ce cadre-là. Donc, c'est un peu tout ça. Et à la fois, chacun des systèmes a des faiblesses. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment de travailler à leur amélioration pour les rendre plus durables. Et parmi les enjeux qui sont adressés dans la réflexion autour de l'agroécologie, c'est évidemment le recouplage des différents cycles. Et quand on va illustrer ce qui se passe dans les sols, Pierre reviendra sur un certain nombre d'éléments, notamment autour de la gestion durable de la fertilité par les matières organiques des sols. Alors, quand on reparle d'agroécologie, évidemment, on s'intéresse à une diversité, hein, vous l'aurez compris, de fonctions et de services que l'on attend, et notamment une optimisation et un rééquilibrage des flux de nutriments, une minimisation des ressources sensibles. On a parlé des intrants, donc l'idée, c'est d'arriver à s'en passer. Alors, plus ou moins rapidement, évidemment, il y a des trajectoires différentes qui s'opèrent, mais l'enjeu, c'est de réduire leur usage à terme. Contribuer au système alimentaire local, on l'a évoqué, promouvoir des services écologiques également. Alors, je n'ai pas parlé de la pollinisation, hein, vous l'avez peut-être tous en tête, on parle de lutte biologique, de stockage de carbone, de régulation climatique. Et pour cela, on va mobiliser des leviers comme la diversification et la diversification végétale dans l'espace et dans le temps. Alors pour autant, quand on dit transition, on se pose forcément beaucoup de questions. Et là, volontairement, quelques illustrations pour vous donner à voir la difficulté parfois que l'on a à qualifier un système plus agroécologique qu'un autre. Là, deux illustrations qui peuvent paraître radicalement opposées. Donc, une illustration d'un élevage en conditions de stabilisation permanente versus des animaux qui sont en pâture. Et effectivement, en fonction de l'indicateur que l'on va choisir, on va se poser la question de est-ce qu'il est plus agroécologique que l'autre ou pas? Alors, effectivement, spontanément, on aurait tendance à dire ça, c'est moins agroécologique, le bâtiment, c'est pas. Mais on voit qu'il y a des caractères d'efficience, certains indicateurs qui sont pourtant plus performants et qui donc consomment moins de ressources. Inversement, ou dans un autre cas, deux prairies différentes. Ici, vous avez une prairie temporaire à base d'une grande diversité de légumineuses et là, une prairie permanente. Et finalement, quand on regarde certains indicateurs comme leur durée de vie, on va se dire 3-4 ans, 4 tonnes de carbone stocké. L'autre, durée de vie de 20 ans, 20 tonnes de carbone stocké. Donc là, on se dit, celle-là, elle est quand même plus agroécologique. Puis si on regarde maintenant l'indicateur azote, celle-ci va fixer en moyenne, évidemment, c'est pour donner des ordres de grandeur, mais plus d'une centaine de kilos d'azote par hectare, alors qu'ici, on va avoir péniblement une dizaine ou une vingtaine de kilos d'azote par hectare. Donc là, vous comprenez qu'il n'est pas simple de les qualifier. Et un dernier exemple, pour terminer, sur des systèmes de grande culture, ici, vous avez l'utilisation d'une charrue qui détruit un couvert végétal. Donc, on sait que la charrue, c'est un outil de perturbation du milieu, et puis on dira un mot. Et donc, ça ne part pas très bien pour une qualification agroécologique. Pour autant, derrière, dans ce même système, il y a une gestion de l'usage des phytos avec des traitements uniquement sur la ligne de semis, du désherbage mécanique, et finalement, une gestion des intrants assez faible. Et là, inversement, dans ce système, vous avez un outil de semis direct d'un maïs, dans les deux cas c'est du maïs qui est semé, dans un couvert végétal vivant. Et puis, hop là, excusez-moi, le son, on va le laisser passer. Et là, vous avez donc le maïs qui lève dans ce couvert végétal. Et si on regarde un petit peu maintenant les indicateurs, plus de temps de travail ici que ici, plus de fuel ici, mais par contre, beaucoup moins de produits phytosanitaires. Donc, qu'est-ce qui est agroécologique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Finalement, pour une productivité en plus meilleure, c'est vraiment des questions qu'on se pose en permanence. Donc, l'enjeu de l'agroécologie, c'est vraiment d'accepter qu'on va être sur des compromis de performance et que le système magique, on ne l'a pas encore trouvé. D'ailleurs, je te passe la parole. Merci Lionel pour cette introduction. Alors, comme vous l'avez compris, effectivement, le sol est un pilier finalement de cette transition agroécologique. Et pour autant, je dirais que sa vision, que ce soit en sciences du sol ou en agronomie, sa vision a un petit peu évolué. Et effectivement, vous voyez désormais apparaître le mot qu'est-ce qu'un sol vivant. J'aimerais juste revenir finalement à la vision, je dirais en termes de sciences du sol, que nous avions sur la formation ou la pédogénèse des sols, et notamment les facteurs qui influencent la formation. Bon, le premier facteur, effectivement, c'est le climat, à savoir la température ou la pluviométrie, ou bien encore l'altitude. Le second facteur qui revient évidemment en termes de pédogénèse, c'est le facteur temps. Effectivement, la création d'un sol, c'est évidemment un temps long, ce sont des processus extrêmement lents,
qui peuvent aller effectivement d'une centaine d'années, voire à des milliers d'années. Et d'ailleurs, les pédologues, nous décrivons les sols souvent de par leur processus pédologique et finalement de par leurs âges. Le troisième facteur concerne la topographie, qui influence évidemment les capacités ou le ruissellement, que ce soit en surface ou le drainage naturel du sol, mais également évidemment l'érosion, dans le cas de sols, comme l'a évoqué Lionel, de sols déstructurés ou qui ont été perturbés. Et enfin, le matériau parental, que ce soit effectivement des formations superficielles ou des roches que l'on pourrait qualifier de dures, finalement, que ce soit des roches magmatiques ou métamorphiques, par exemple. Donc, effectivement, la vision que nous avions effectivement du sol, c'était une vision, je dirais, relativement ancienne sur sa formation. Mais enfin, un des facteurs également de formation d'un sol, ou en tout cas de modification des sols, ce sont les facteurs biotiques et anthropiques, à savoir les apports, et j'ai bien noté effectivement dégradation, ou en tout cas les apports et la dégradation des matières organiques, ou encore des facteurs très anthropiques de modification, de changement d'usage des sols, ou alors voire même effectivement de contaminants. Donc, vous voyez ici une vision, je dirais, que nous avions en sciences du sol, et pour autant, le paramètre biologique qu'a évoqué Lionel ne semble pas central en termes de description d'un sol. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, un sol, finalement, pour le décrire, on le décrit en termes de fractions, à savoir 3 fractions, une fraction solide qui représente en volume, en moyenne, en fonction des types de sols, entre 45 et 60%, je dirais, du volume total du sol, et qui est constitué dans sa majeure partie, finalement, d'argile, de limon et de sable, qui sont, finalement, la structure du sol, là où les constituants organiques, les matières organiques et les organismes vivants, finalement, représentent en termes de volume qu'une faible partie du volume du sol. La partie liquide, quant à elle, c'est effectivement la solution du sol, qui est composée d'éléments minéraux, qu'ils soient minéraux organismes ou éventuellement des organismes. Et cette partie liquide, elle est relativement variable, effectivement de 5 à 55%, mais retenons finalement qu'elle est relativement variable et que pour autant, elle a toute son importance puisque la vie biologique, certains organismes vivants vivent effectivement dans la solution du sol, là où d'autres vivent, je dirais, dans la solution entre guillemets gazeuse, qui elle constitue entre 0 et 50% du sol. C'est l'air du sol. Et donc, comme vous le comprenez, quand on parle de sol vivant, on a à la fois besoin effectivement de liquide, mais aussi avant tout de sol que l'on dit, dans certains cas, vous avez pu entendre les termes de sol qui respire, effectivement, puisque l'air du sol fait partie je dirais, de sa constitution majeure. Et donc, comme vous pouvez le voir en bas de la diapo, pour représenter un sol, on peut le représenter de manière tridimensionnelle comme un agencement de particules, que ce soit des argiles, des sables ou des limons, qui sont interreliés finalement par des éléments biologiques et des caractéristiques biologiques. Alors, si on reprend finalement les différents états de ces sols-là, qui sont au nombre de 3, donc l'état physique, qui est représenté ou qui est matérialisé par la structure du sol, et qui va finalement, je dirais, témoigner de son fonctionnement hydrique, et donc de sa porosité, en lien avec l'état biologique. On parle de diversité biologique des sols, on parle d'abondance des organismes ou micro-organismes, et également de leurs activités. On reviendra par la suite sur les fonctions, soit les fonctions biologiques ou les fonctions des sols. Et enfin, l'état chimique. Effectivement, nous avions une vision, pendant de nombreuses années, une vision physico-chimique des sols. On parlait évidemment de stabilité et de minéralisation des sols. Concernant l'activité ou l'état chimique des sols, on parle effectivement de richesse ou d'abondance et de disponibilité des éléments minéraux dans les sols. Donc, comme vous le comprenez, effectivement, l'état biologique des sols, c'est un élément à part entière, mais qui est, entre guillemets, je dirais, quelque chose d'un peu nouveau, bien que les connaissances acquises sur l'état biologique des sols soient nombreuses et très anciennes. Alors, d'un point de vue pédologique, effectivement, vous avez ici une vision des sols, en tout cas, une vision qui est partagée, puisque les sols sont effectivement très divers. Vous avez ici des sols lessivés, autrement dit des sols acides, des sols calcaires, ou encore des sols ferralitiques, très riches en fer.
Alors, il existe une grande diversité des sols, je dirais sur l'ensemble du territoire, à l'échelle Occitanie, mais également dans le monde. Mais pour autant, les principes communs de fonctionnement sont d'une part désormais relativement déterminés et connus, et sont les mêmes pour l'ensemble des sols. Pour illustrer ces choses-là, on a parlé de vie biologique, hein, et j'ai apporté je souhaitais apporter beaucoup d'importance à illustrer nos propos. Vous avez ici une vidéo qui a été effectuée dans un laboratoire à Montpellier. Vous avez un ver de terre, effectivement, un anécique ici, qui est dans le sol. Alors, vous pouvez voir ce ver de terre, il avance d'un côté, effectivement, il relargue de l'autre. Alors, il relargue, je dirais qu'il transforme les matières organiques et il les rend disponibles ou biodisponibles pour les racines des plantes, que vous pouvez voir ici en blanc. Alors, voici un exemple illustré, effectivement, d'interaction. Et j'insiste un petit peu sur ce mot-là, puisque désormais, nous avons une vision, et quand on parle de sol vivant, c'est avant tout des interactions qui émanent au sein des sols. Un second exemple, sur la vidéo suivante, vous avez ici des galeries de fourmis. Alors, la vidéo est un peu plus rapide que la précédente. Un ver de terre, à nouveau, qui réutilise les galeries préexistantes et qui y digère et y transforme à nouveau la matière organique. Et enfin, en blanc, à nouveau, une racine ici, une racine de blé ou une racine de céréales, qui vient modifier sa trajectoire, donc qui prend d'abord le terrier qui est vide et qui enfin modifie sa trajectoire pour aller dans des terriers dans lesquels la matière organique a été transformée et directement disponible. Donc, l'objectif ici était de vous illustrer finalement ces interactions et de les matérialiser finalement concrètement sur le terrain. Pédologue, agronome, qu'est-ce que l'on voit? Vous avez ici à gauche l'échelle avec la lame de couteau et finalement cette galerie, à nouveau, c'est une galerie d'anécique hein, qui est relativement verticale dans le sol, dans laquelle on peut retrouver des turicules et à nouveau la digestion de la matière organique, ces petites boules noires que vous pouvez voir, donc qui sont digérées dans les, je dirais, les galeries de ces anéciques et qui sont directement disponibles aux racines. Et un second exemple à droite, où vous pouvez voir des racines en blanc très très fines, qui sont à nouveau au sein de galeries de vers de terre, de galeries d'anécique ici, très très verticales. Le sol, comme vous pouvez le voir, a une couleur d'un brun clair, alors que la galerie est un brun moyen foncé. Et ces racines-là, ici, à nouveau des céréales, ont la capacité finalement de s'enrouler à l'intérieur des galeries, parce qu'elles y trouvent à la fois de l'eau, évidemment, et des nutriments directement disponibles. Un autre exemple directement sur le terrain, vous avez ici deux autres photographies de racines. La photographie de droite, dans un sol relativement caillouteux, relativement sableux, avec des éléments millimétriques à centimétriques, et vous pouvez y voir une racine avec des petits poils. Ce sont effectivement les poils absorbants qui sont en interaction et qui utilisent à nouveau finalement le travail des vers de terre, tout simplement, puisque les poils absorbants ont la capacité de capter les nutriments et l'eau dans le sol. Et enfin, à gauche, une racine de légumineuse, hein, ici une racine de févrole, à nouveau enroulée, ici non pas dans un anécique, mais dans une galerie très certainement d'endogés, qui sont différents types je dirais, de vers de terre. Et donc, c'est une transformation ici, qui ont la capacité, notamment les légumineuses, de transformer les poils absorbants, je dirais, en interaction avec des bactéries qui sont symbiotiques, hein, qui sont fixatrices d'azote, et donc de modifier un petit peu le comportement pour venir déjà d'une part capter l'azote et d'autre part la stocker. Donc voici ici des illustrations de ce que l'on peut témoigner d'un sol vivant. Et enfin, je terminerai par cette diapositive. Vous avez ici finalement un sol vivant, c'est un sol vertical. Autrement dit, nous avions une vision, je dirais, relativement pédologique en horizons horizontaux des sols. Et désormais, lorsque l'on parle de sol vivant, dans l'ensemble des cadres de l'agroécologie qui ont été définis par Lionel, vous voyez un sol qui est effectivement brun foncé en surface et enfin qui est nuancé, je dirais, vers la profondeur avec une couleur plutôt brun clair en profondeur, mais c'est une nuance verticale qui est finalement le résultat du travail de la vie biologique des sols. Tu continues ou je continue? Je continue. Je terminerai sur cette slide-là pour parler de la fonction des sols. Ce sont des études qui ont été déterminées alors assez récemment. Vous avez ici le rapport Indica-Sol sur la qualité et la santé des sols. 6 fonctions générales ont été définies pour les sols.
La première, effectivement, c'est la régulation de l'eau. La régulation de l'eau en quantité ou en qualité. Donc, on mesure directement la capacité d'un sol à infiltrer l'eau et à la stocker. Enfin, une des fonctions également principales des sols, c'est la régulation des contaminants. À la fois leur capacité à les retenir, mais également à les dégrader au sein des sols. Évidemment, le rôle central des sols, effectivement, le rôle de stockage du carbone, à savoir en termes de réservoir, mais également de stockage additionnel de carbone. Également, comme nous l'avons vu précédemment par des exemples concrets, fournir des nutriments à la biocénose. Hein. Le sol a un rôle à la capacité de fournir des nutriments. Et enfin, une fonction d'entretien de la structure du sol. Et la dernière, le support de la biodiversité. C'est un support finalement des organismes du sol, supporté d'une part le végétal, la végétation, et dans le cadre agricole, le support de la production agricole, mais surtout et avant tout, le support des organismes du sol. Alors je prends le relais, puis à partir de maintenant, ça va être sans Philippe, puisqu'on va alterner à tous les deux la suite des diapos avec Pierre. Donc on va essayer de s'en débrouiller. Mais quelques éléments déjà pour rappeler un point important, c'est que le sol, il est non renouvelable à l'échelle d'une génération humaine. Donc c'est un enjeu très important parce qu'on a peut-être tendance à le négliger ou pas à bien le percevoir. Et en plus, on a une multitude de possibles causes de dégradation de nos sols. Alors quelques illustrations ici que vous avez de lister. Alors la salinisation ne nous concerne pas forcément encore beaucoup en France. Il y a quand même quelques territoires qui commencent à être impactés. Mais c'est un phénomène qui s'amplifie notamment avec les effets du changement climatique liés à des remontées d'eau plus salées en périmètre côtier et des pratiques d'irrigation qui ne sont pas forcément adaptées. Et c'est un phénomène qui est extrêmement préjudiciable puisque dès lors qu'un sol est salé, donc on va avoir notamment du sodium, hein, l'élément Na+, il devient impropre à de nombreuses cultures puisqu'elles sont très sensibles à la présence de sodium. Alors de façon pour le coup plus présente dans notre région, des phénomènes d'érosion. Vous avez ici une illustration empruntée un collègue de la Chambre d'agriculture du Tarn, Yves Ferrier. Donc on est vraiment sur le territoire et je pense que pour beaucoup, vous avez dû voir déjà ces phénomènes d'érosion hydrique, donc avec des ravines qui se creusent dans le sol. Et par rapport à ce que Pierre vient de vous dire, vous comprenez bien que si on a un sol qui était organique en surface, avec des éléments et des galeries de vers de terre qui ont mis du temps à se construire, et bien là, elles ont fini au fossé ou sur la route. Donc c'est évidemment une catastrophe pour l'agriculteur, puisque c'est son capital qui s'en va, et puis c'est des coûts importants pour gérer ces problèmes-là. On a ensuite des problèmes de contamination de nos sols. Alors, je ne vais pas développer, on entend parler des PFAS, des polluants éternels. En matière agricole, on a aussi notre lot avec les contaminations par des phytos. Ici, vous avez une illustration de la Martinique avec la contamination par la chlordécone, qui était un insecticide organochloré contre le charançon du bananier et qui a amené à une contamination assez massive des sols avec des persistances de ce composé qui est extrêmement longue et qui amène du coup à devoir exclure certains périmètres de la production de certaines cultures, des légumes racines ou la consommation de poissons ou de crustacés. Donc il y a des enjeux majeurs et là pour gérer ce sol maintenant contaminé, c'est très compliqué. On a évidemment des dégradations de sol par l'artificialisation des sols, des constructions d'autoroutes qui ne sont pas forcément nécessaires ou qui peuvent amener des discussions, je ne dirais pas plus loin, mais qui amènent à une artificialisation sur le long terme d'une ressource qui est non renouvelable. Et il faut savoir, une ordre de grandeur, 10 km d'autoroute, c'est la surface moyenne d'une exploitation agricole qui disparaît. Donc ça donne à voir aussi l'enjeu de bien raisonner où on met nos infrastructures, qui sont nécessaires également, mais de bien penser de ne pas les positionner sur des bons sols agricoles. Et on a plusieurs exemples en tête de très bons sols qui ont été complètement artificialisés et pour lesquels il n'est pas possible de revenir en arrière. Et au niveau international, on considère qu'il y a en gros un tiers des sols qui sont dans une situation inquiétante, modérément à sévèrement dégradée, et qui amène du coup une diminution de la quantité de sol par habitant, et avec derrière toutes les conséquences que ça a sur la capacité productive de nos systèmes. Alors heureusement, on a des lueurs d'espoir par rapport à ce que Pierre a évoqué et ce qu'on va continuer à vous dire, c'est que ce sol, on peut l'améliorer, on peut l'aggrader plutôt que le dégrader. Et pour cela, la matière organique des sols joue un rôle central. Et ce qui est formidable avec les matières organiques, c'est qu'en plus, on peut tous être acteurs d'une bonne gestion, ne serait-ce qu'en triant correctement ces déchets organiques, en enlevant les étiquettes inutiles que l'on trouve sur de nombreux fruits pour éviter qu'elles finissent dans les composts,
et pour permettre de recycler ces matières organiques, notamment à des fins agricoles. Pierre, à toi. Alors, effectivement, alors Lionel a évoqué donc finalement la gradation par la matière organique des sols, mais je souhaitais vous illustrer ici finalement quelles en sont les conséquences lorsque nous avons, je dirais, perdu à la fois la matière organique de nos sols, la biodiversité et la structure des sols. Vous avez deux exemples ici que je souhaitais vous partager. Le premier à gauche, vous voyez une croûte de battance avec un stylo en termes d'échelle. Cette croûte de battance, elle est évidemment due à un manque de structure du sol, un manque de vie biologique, mais surtout et avant tout à la pluie, tout simplement. Cette croûte de battance, ici, elle mesure 1,2 mm. D'accord ? 1,2 mm. Vous avez également l'illustration à droite. Alors, on parle de compaction des sols, hein, comme état de, finalement, je dirais, ou élément de dégradation. Mais je souhaitais vous partager aujourd'hui ici que finalement, là où la pluie, dans certains cas, on souhaite l'infiltrer dans nos sols, et on parle beaucoup finalement de manque d'eau, hein. Dans certains cas, on n'y arrive plus du tout à l'infiltrer par des phénomènes qui sont parfois millimétriques. Et donc, si on remet au centre de notre réflexion les matières organiques, on comprend qu'elles vont avoir des rôles multiples. Pierre a évoqué la fertilité physique, stabilité structurale. Il vient de parler de capacité d'infiltration et vous avez vu les phénomènes de flaquage que l'on peut observer. Ces phénomènes de flaquage, quand la pente est trop forte, ça génère du ruissellement qui peut générer de l'érosion. On a besoin de ces matières organiques pour accroître ces capacités d'infiltration, contribuer un peu à la rétention d'eau. Alors, contrairement à certaines idées reçues, les matières organiques ne sont pas des éponges qui vont stocker de l'eau. On entendait des chiffres 100 fois leur poids, de 2 à 100 fois, moi j'ai entendu. Non, on n'est pas dans ces ordres-là de grandeur, mais elles vont contribuer à retenir un petit peu d'eau et surtout elles vont contribuer à faire que ces édifices poreux, ces agrégats qui ont été présentés restent stables. Et donc c'est important parce que du coup, c'est la capacité du milieu à infiltrer, à retenir l'eau qui va être maintenue dans le temps. Parce que l'illustration qui vient d'être présentée, quand on a une croûte de battance qui se forme, ça veut dire qu'on a une instabilité qui s'opère dans notre milieu. Donc la résistance à la battance, on peut la régler en grande partie par des matières organiques. La fertilité chimique, on va pouvoir avoir plus d'abondance et de diversité des éléments nutritifs parce que les matières organiques sont capables de les stocker. Il faut les imaginer comme étant finalement un garde-manger dans lequel les éléments vont être retenus et vont être disponibles pour des plantes par la suite. Donc plus on va en avoir, plus on va pouvoir stocker d'éléments. L'agriculteur, il peut très peu jouer, hein. Alors ça dépend des systèmes, mais l'agriculteur globalement peut très peu jouer sur les éléments texturaux de base. La teneur en argile, limon ou sable, ça bouge assez peu, sauf dans certains systèmes où on peut faire des apports. Les matières organiques, par contre, ils peuvent jouer. Ils peuvent les dégrader en ne les gérant pas, mais ils peuvent les aggrader, les réaugmenter en termes de stock et donc contribuer à ces éléments de fertilité. Alors fertilité biologique, je pense que les illustrations que vous avez pu voir donnent à comprendre leur rôle, et donc plus on va avoir de matières organiques, plus on va avoir de vers de terre qui vont venir les dégrader, les enfouir, les brasser, alors qu'elles soient fraîches, hein, des résidus de culture, des résidus de plantes vivantes ou en cours de décomposition. Et les vers de terre que Pierre a illustrés par sa vidéo vont contribuer à fabriquer, à associer des matières organiques avec des fractions minérales et à améliorer la stabilité des sols. Sur la qualité et la quantité des eaux, les matières organiques jouent un rôle central. Les produits phytosanitaires, qui sont pour la plupart d'entre eux des composants organiques, vont pouvoir intimement être liés aux matières organiques des sols et ne plus être transférables. Et donc, on a une voie de dissipation, de disparition de ces composés dans l'environnement par une liaison qui devient tellement intime avec les matières organiques du sol qu'on ne peut pas les retrouver. Et jusqu'à présent, alors peut-être que dans 20 ans, je vous dirais, on a réidentifié ces composés, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune étude qui a pu mettre en évidence qu'on relarguait des composés organiques dès lors qu'ils avaient été intimement liés et associés aux matières organiques du sol. Et du coup, ils rentrent dans le pool de décomposition de ces matières organiques par minéralisation. Et enfin, sur la qualité de l'air, quand on restocke du carbone dans les sols, et donc via l'incorporation de matières organiques, on contribue à stocker du CO2, à réduire les effets du changement climatique, et puis on peut également réduire les émissions d'autres types de gaz, notamment de protoxyde d'azote, par exemple. Donc tout ceci constitue évidemment une boucle vertueuse qu'il faut absolument réengager dans des sols qui sont dans des états variables, comme les photos de Pierre l'ont illustré. Alors les matières organiques, effectivement, oui, mais lesquelles et pour quels effets? Alors je souhaitais vous illustrer ici, vous avez plusieurs types de sols, très concrètement. Vous avez un sol à gauche, alors effectivement, vous voyez un horizon relativement noirci, un horizon qui représente 0,40 cm malgré tout,
avec également le recyclage de la matière organique en profondeur par les vers de terre et les anessiques. Ici, les matières organiques, elles proviennent de l'élevage. Vous avez un exemple d'un sol en Aveyron, d'une exploitation en brebis laitières, avec un historique de 40 ans, voire 45 ans d'élevage. Cela vous donne un exemple un peu de, finalement, à quoi peut ressembler le sol. C'est un sol qui a été travaillé ici, mais qui, pour autant, possède une résilience relativement forte, parce que le taux de matière organique ici, sur le 0,30-35 cm, est à 6%. Un second exemple au centre, vous pouvez voir ici de nombreuses racines. Ce sont des racines de légumineuses, de luzerne ici. C'est un sol ici entre 0 et 40 cm qui a 2,5% de matière organique dans le volume du sol. Alors à nouveau, effectivement, les matières organiques, elles viennent ici plutôt du pâturage, pas directement de fumure, mais du pâturage. Et enfin, à droite, vous avez à nouveau un troisième exemple de matières organiques qui sont ici, qui viennent plutôt de la dégradation des végétaux, la dégradation des couverts végétaux, qui sont issus, je dirais finalement, de cultures, que ce soit des cultures hivernables, des cultures printanières. Donc, 3 illustrations de sols très très riches en matière organique qui sont résilients. Alors, on a discuté effectivement de l'agroécologie. Alors, dans ces cas-là, on illustre effectivement comme pilier, à savoir l'élevage et enfin les couverts végétaux. Voilà, donc on a terminé ce court chapitre sur les sols vivants. On espère que c'était clair et suffisamment illustré pour que vous puissiez mieux cerner ce que l'on met derrière ce terme. Quelques mots très rapides sur la biodiversité dans les territoires agricoles. On va dire qu'il y a 2 grands ensembles autour de la question de la biodiversité. Celle qui va être cultivée ou gérée. En tant qu'agronome, c'est celle sur laquelle on a le plus la main. Donc vous avez des illustrations sur la droite avec voilà, des illustrations choisies de diversité assez élevée, des parcelles qu'on ne voit pas forcément systématiquement. Vous avez ici un mélange de millet associé à du haricot mungo, donc c'est des espèces végétales un peu exotiques qu'on trouve dans l'agriculture biologique. Là, c'est des photos du Tarn, on est très local. Ici, une autre illustration où on a un blé qui est associé à un trèfle incarnat, dans lequel on peut voir d'ailleurs que les animaux, la faune s'en donne, les insectes s'en donnent à cœur joie. Et puis ici, une autre illustration qui est dans le Gers, sur une des parcelles du lycée agricole, d'ailleurs, du Gers, où on a de l'agroforesterie. Donc, on a de l'implantation intraparcellaire d'arbres, avec des lignes, avec des arbres aujourd'hui dont on sait qu'il faut avoir une certaine diversité. Donc, on a aussi travaillé, on a évolué dans les stratégies d'agroforesterie pour avoir maintenant des systèmes agroforestiers multiperformants. Et puis, on a toute une partie de la biodiversité qui est dite sauvage, qui est, alors, quelques illustrations ici, avec des carabes, qui sont des insectes auxiliaires, pour la très grande majorité d'entre eux, auxiliaires des cultures, qui vont consommer soit des graines d'adventice, donc de la flore spontanée des plantes qu'on ne cherche pas forcément à avoir dans les parcelles agricoles, ce qu'on a souvent qualifié de mauvaises herbes. Les carabes contribuent en partie à les consommer, ou ils vont consommer d'autres insectes. Ici, vous avez une illustration d'un turricule de vers de terre, d'un joli turricule de vers de terre, d'un bel anécique, comme l'évoquait Pierre tout à l'heure, qui est venu émettre des déjections en surface et qui, au passage, est reparti en emmenant en profondeur une partie des matières organiques qu'il aura prélevées. D'ailleurs, au passage, ils font des petites cabanes à vers de terre, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher des morceaux de résidus végétaux, de les tirer, de se les préparer en entrée de galerie pour pouvoir grignoter régulièrement et entraîner en profondeur les éléments grignotés. Et puis ici, vous avez une illustration d'une abeille qui vient butiner tranquillement une facélie, donc c'est une fleur d'un couvert végétal très mellifère. Et pour autant, bien qu'on ait cette considération de l'enjeu de la biodiversité, nos paysages sont parfois encore trop peu diversifiés. Donc là, on est descendu vers les Pyrénées-Atlantiques et on est sur un territoire qui est, comme vous le voyez, très très largement occupé par le maïs. Et du coup, ces systèmes-là, on le sait, subissent de fortes pressions liées aux intrants agricoles et sont source d'externalités négatives, d'eutrophisation. Alors, l'eutrophisation, c'est lié à quoi? C'est lié à un excédent d'éléments nutritifs qui s'écoulent vers les milieux, avec notamment en premier du phosphore, et puis en second élément imitant l'azote. Et donc, quand on gère en surplus ces éléments, on arrive à ces phénomènes d'eutrophisation, donc prolifération d'algues vertes qui peuvent contribuer à des pertes de biodiversité dans les retenues. Et puis, on a un effondrement, je pense que également, c'est des choses auxquelles vous êtes sensibilisés, effondrement de la biodiversité globale, des insectes notamment, avec de nombreuses études qui convergent et dont on trouve une partie de l'explication par la perte de diversité de nos paysages et de continuité
des corridors. Ici, vous voyez des petits bosquets, puis pouf, ça s'arrête, il n'y a pas de continuité très nette. Donc, voilà, repenser l'aménagement paysager et les infrastructures paysagères, c'est aussi repenser à des continuités écologiques pour qu'il y ait des corridors de circulation de notre biodiversité. Alors, les insectes, s'ils disparaissent, nous disparaissons. On ne revient pas dessus, mais quand on sait la proportion de légumes et de denrées alimentaires qui sont issues, par exemple, de la pollinisation, on comprend l'enjeu de préserver notre biodiversité. Pierre, je te laisse Alors, un autre exemple, effectivement, je dirais, on parle de biodiversité, finalement, ce que l'on vous montre avec Lionel, c'est des vues d'avion de nos territoires, finalement, parce qu'on a besoin de s'élever pour en comprendre aussi également, finalement, les limites. Vous avez un exemple, je dirais, une vue des Pyrénées, finalement, vers le sud, on est finalement dans la région ariégeoise. Moi, ce que j'y vois, finalement, sur cette diapo, c'est déjà d'une part un paysage, effectivement, je dirais, qui se dégrade, pour la simple et bonne raison que vous voyez sur la parcelle à gauche des zones qui sont plus ou moins sombres et des zones qui sont plus ou moins blanches. En tant que pédologue, moi, finalement, j'y vois la roche-mère. Une roche-mère par, finalement, dégradation des sols et de par leur érosion. Et c'est quelque chose que l'on retrouve, je dirais, de manière généralisée sur l'ensemble de notre territoire. D'une part, de par une mauvaise diversité, ou une faible diversité de nos cultures et certaines monocultures. Le maïs en est un exemple, mais plutôt positionné, je dirais, en fond de vallée. Alors que sur les hauts de coteaux, on voit plutôt ces paysages-là. Une autre illustration qui est d'autant plus marquante, c'est la slide suivante, effectivement. C'est une slide où, effectivement, vous voyez à nouveau le piémont pyrénéen. Ici, nous sommes plus proche de Toulouse. Et on y voit, effectivement, je dirais, la roche affleurante. Alors, c'est très provocateur de dire la roche affleurante, mais on voit une perte, de manière générale, de nos sols, de corridors plus ou moins établis, et des paysages qui sont finalement, qui ressemblent à de la monoculture et des sols extrêmement nus. Et autre point que je voulais vous partager aujourd'hui, Lionel a évoqué un petit peu l'artificialisation des sols, il vous a montré quelques exemples. Vous avez ici une illustration à l'échelle nationale pour recentrer, finalement, reprendre à nouveau une vue d'avion de ces choses-là. Donc vous avez sur les zones qui sont extrêmement rouges, c'est une artificialisation qui est supérieure à 20 hectares, qui se situe effectivement sur la partie ouest de notre territoire et dans le pourtour des villes. Et donc cette artificialisation, elle est finalement consommatrice à la fois d'espaces agricoles, d'espaces forestiers, donc de sols forestiers, mais également d'espaces naturels. Donc j'attire votre attention également sur ces choses-là, puisque le taux d'artificialisation des sols, on le verra par la suite, ne cesse d'augmenter depuis les 30 dernières années. Vous avez ici un exemple sur la commune de Riom, on est à l'ouest de Toulouse, on est à une quinzaine de kilomètres de Toulouse, et vous avez un exemple en 2023 des parcelles. Vous avez en bas à gauche, je dirais, cette parcelle ronde là qui est un pivot, tout simplement, et plutôt en haut à droite, des parcelles qui sont relativement homogènes, très certainement des sols nus en période estivale. Et finalement, le message que je voulais vous faire passer, c'est que ce que l'on évoque aujourd'hui, finalement, ce sont des paysages qui ont connu des milliers d'années d'agriculture, mais qui ont connu des évolutions relativement récentes en termes d'aménagement paysager et, je dirais, finalement, de rotation culturelle. Sur la slide suivante, vous pouvez voir le même paysage en 1955, donc à l'échelle pédologique, c'est relativement récent. Et donc, gardons en tête que les parcelles et, je dirais, la diversité de nos paysages et de nos territoires, finalement, la perte de diversité, elle date, je dirais, à peine une centaine d'années. Pourtant, vous l'aurez compris, il existe de nombreuses voies de diversification. Donc là, j'emprunte un schéma d'un collègue qui était présent tout à l'heure, Michel Duru, qui avait publié ça en 2015, ce schéma, pour représenter finalement les voies de diversification temporelle et à la parcelle. Alors, je ne suis pas allé sur la partie supplémentaire de la représentation qui était à l'échelle des paysages, mais déjà pour qu'on se rende compte tous les leviers dont on dispose pour accroître cette diversification à l'échelle parcellaire. Donc, le peuplement monospécifique et monovariétaux conduit parfois en monoculture. On peut déjà basculer vers du mélange variétal. On peut, d'une absence de bord de champ, introduire des bandes enherbées et des fossés. Alors, quelquefois, ils sont réglementaires et quelquefois, ils sont vraiment raisonnés par l'agriculteur pour créer des ruptures de pente dans des parcelles, pour limiter les phénomènes d'érosion de ruissellement. Parfois, ils accompagnent une ripisylve sur
des bords de rivière. Donc voilà, il y a déjà un premier enjeu. On peut continuer à diversifier par la mobilisation de plantes de service, des cultures intermédiaires. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est valable d'ailleurs pour tout type de situation de production. Hein. Il y avait des questions dans le chat autour de questions en maraîchage. L'utilisation des couverts végétaux en maraîchage, c'est extrêmement important et on peut mobiliser des leviers complètement équivalents à ce qu'on évoque, plutôt adaptés au secteur des grandes cultures. Et puis, on peut aller sur des cultures associées. Donc, le culture associée, je vous montrerai une illustration tout à l'heure, c'est des mélanges. Tout à l'heure, il y avait déjà notre millet haricot mungo, c'était une culture associée. Évidemment, on va parler de rotation des cultures. Et je dis évidemment, mais quand on regarde nos systèmes, ils sont encore assez peu diversifiés. On a les grandes dominantes colza, blé, orge dans le centre France, encore très présents. On a la grande dominante monoculture de maïs dans le sud-ouest et en Alsace, qui sont toujours très présents. Et donc, on a besoin de travailler ces questions-là. Et pour cela, évidemment, vous comprendrez qu'il y a des questions aussi de débouchés. L'agriculteur, il aimerait peut-être parfois aller plus loin dans la diversification, mais il y a des limites et des verrous qui s'opèrent à des échelles supra et notamment à l'échelle des filières. Donc on en dira un mot pour finir. On peut intégrer des prairies temporaires, voire des prairies permanentes dans certaines situations. En tout cas, éviter que des prairies permanentes soient déconverties pour devenir des terres travaillées, parce que si elles sont présentes, c'est qu'elles ont un rôle, par exemple, sur des pentes importantes, photos du Comminges, pour lesquelles on a eu récemment avec des collègues des travaux, on voit une perte progressive de ces prairies permanentes qui pourtant stabilisent les sols, évitent les phénomènes d'érosion qui ont été discutés. Donc il y a un enjeu à les réintroduire. Les prairies temporaires, c'est un levier extrêmement puissant pour réduire les pressions d'herbicides. Quand on a des prairies, on peut les faucher, on peut les mettre des animaux, et donc les mauvaises herbes, les fameuses adventices, on peut les gérer sans qu'elles posent trop de soucis dans les cultures qui suivent. Et encore faut-il qu'il y ait des débouchés aussi pour ces prairies permanentes. Et puis les systèmes agroforestiers, où là, vous voyez, on va introduire en plus des arbres à l'intérieur des parcelles. Donc, tout ça pour dire qu'on a tous ces gradients possibles et qui offreraient des voies de diversification à des échelles supra paysagères qui seraient extrêmement intéressantes pour tous les phénomènes de régulation et d'accueil des auxiliaires que l'on a évoqués. Alors, quelques illustrations sur les associations qui peuvent en plus créer des paysages. Oui, on va terminer. Ouais, pour qu'on puisse rester dans le format, si on peut. Mais c'est passionnant. C'est terminé, Sylvie. Donc voilà, une diversité de voies possibles de diversification qui sont illustrées ici. Et puis chacun peut repartir en se disant ça aussi chez soi. C'est moi, mon jardin, il peut peut-être ressembler un peu à ça aujourd'hui. Et puis déjà, si je commence à l'agrémenter par d'autres voies de diversification, on va voir qu'on va accueillir d'autres communautés d'auxiliaires, d'insectes. Alors, il faut aimer les insectes, ça c'est sûr que certains les aiment peut-être moins que d'autres, mais voilà, l'idée c'est bien ça. On va avoir les auxiliaires qui vont venir réguler des ravageurs. Donc, il y a un enjeu très fort pour réintroduire ces voies de diversification, pour renforcer la durabilité de nos systèmes. Mais voilà, on l'a dit, c'est juste une illustration autour d'un verrou potentiel. Sur les associations, par exemple, on sait que ce sont des peuplements qui sont plus productifs en contexte bas intrant, notamment en agriculture biologique, qui nous permettent de bien gérer les bioagresseurs, notamment les adventices, qui permettent d'introduire plus de légumineuses dans des systèmes qui doivent l'être. On a besoin de végétaliser et de notre alimentation par plus de légumineuses à graines notamment. Donc, pour en produire, il faut qu'on puisse les produire correctement. Et les lentilles, par exemple, pas toujours simple de les faire si on ne les associe pas. Et puis, ces associations ont des bénéfices environnementaux très forts. Et pourtant, on a du mal à les faire passer parce qu'on a toute une diversité de verrous dans les filières qui sont en place. Alors, par exemple, on a besoin de trier ces cultures parce que les structures ne prennent pas des mélanges de blé-lentilles. Donc, on a besoin d'aller dans les niveaux de pureté des graines qui sont très forts et qui amènent des coûts supplémentaires qui rendent parfois la production non rentable. Puis bon, je ne vais pas tous les détailler, mais vous aurez le diaporama d'accessible. On voit que ces différents leviers, ces différents verrous, peuvent avoir des leviers qu'on peut identifier. Donc, c'est ce qui est en vert ici, d'instaurer des soutiens financiers spécifiques, agir sur les règlements européens également, renforcer la formation des agriculteurs sur le tri. Donc, des démarches pour lever ces verrous et développer ces stratégies sont heureusement engagées, mais demeure encore un chantier important auquel on doit s'atteler. Pierre, en un mot, la conclusion. Et enfin, pour terminer, en conclusion, je voulais également vous partager le fait que toutes ces transitions finalement agroécologiques, on les travaille concrètement avec les agriculteurs et elles nécessitent évidemment une approche globale de l'exploitation, puisqu'on modifie très concrètement déjà d'une part, on réfléchit à l'échelle de l'assolement, là où actuellement certains agriculteurs finalement réfléchissent à court terme, et cela peut tout à fait s'entendre, et également pour la simple et bonne raison que lorsqu'on évoque effectivement une diversification des cultures, là où nous avons de la monoculture initialement, c'est également il y a une raison économique, évidemment,
Donc, la première étape, c'est déjà de réfléchir à l'échelle de l'assolement avec l'agriculteur, à l'échelle de l'itinéraire culturel, savoir comment modifier profondément, d'une part, son itinéraire culturel et l'ensemble de son assolement sur l'exploitation pour répondre finalement à ses objectifs agroécologiques. La troisième étape, c'est effectivement de faire un prévisionnel à 7-10 ans de l'exploitation, ce qui n'est jamais aisé, de calculer effectivement leur marge brute globale de l'exploitation, mais également leur capacité de réinvestissement, évidemment, l'excédent brut d'exploitation, de regarder également, de jeter un œil à leurs annuités, à l'annuité qui sont existantes, mais également les nouvelles annuités qui peuvent émaner effectivement des investissements plus ou moins long terme, que ce soit des investissements en termes de matériel ou même en termes de formation. Ce qu'on évoque aujourd'hui avec Lionel, c'est également de la formation. Et enfin, mais également regarder les charges en moins, puisque je tiens également à vous redire que dans certaines exploitations céréalières en France, les charges, 40% des charges sont des charges de mécanisation finalement, et l'agroécologie tend finalement à faire travailler le vivant et pas finalement ou en tout cas le moins possible, je dirais, le carburant et les tracteurs. Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère qu'on a réussi à tenir le timing et on tentera de répondre à quelques-unes des questions. Et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre éclairage très pédagogique. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Alors, je vois effectivement si l'on pouvait expliciter un petit peu, développer le fonctionnement biologique des sols, les divers organismes qui constituent la biodiversité souterraine. Alors, je pense que là, il faudrait un minimum entre 2 et 3 heures, mais globalement, l'ensemble des micro-organismes du sol, ou plutôt des divers organismes, ce sont les organismes, ce soit à la fois la micro ou la macrofaune, en termes de je dirais agronomique, on cite souvent on parle en ratio, ça peut être des ratios bactéries-champignons par exemple, mais sinon de manière générale, on regarde l'ensemble des organismes. Et je tiens également à souligner, Lionel a parlé de diversité, mais gardons bien en tête qu'effectivement la biodiversité de nos sols représente à minima 50% de la biodiversité, je dirais, que nous avons sur la planète. Sylvie, je te laisse reprendre la main, je ne vois peut-être pas toutes les questions. Alors, je vois que... Ils sont en train vas-y Lionel, oui. Sur le frein à la transition des pratiques agricoles, il y a quelques interrogations. Oui. Alors là, pareil, donc une question qui mériterait qu'on en débatte longtemps. Les freins sont multiples, on en a invoqué quelques-uns, Pierre en a discuté sur la fin aussi, ne serait-ce que par les situations aussi économiques de beaucoup d'exploitations sur le territoire qui sont difficiles en ce moment et depuis pas mal d'années pour certains, et qui limitent les capacités d'innovation. Quand ça va mal, parfois on se replie vers ce qu'on sait faire et on va un petit peu moins vers des choses qui sont plus risquées. En fait, la notion de prise de risque, assez récemment, on a pu le cerner dans le cadre d'une étude. La prise de risque revient systématiquement. C'est qui prend le risque et comment on soutient le risque. Et ça, c'est vraiment une question centrale autour de la transition agroécologique qui peut-être nécessiter une réflexion sur les politiques de soutien. Parce qu'aujourd'hui, la prise de risque, elle est surtout assumée par les agriculteurs quand ils s'engagent sur des changements. Et on l'a vu, ils ne sont pas forcément simples. Ces changements, ils sont systémiques pour beaucoup. Donc, il faut repenser un ensemble de pratiques. Quand ça fait des années qu'on les met en œuvre, ce n'est pas simple de bouger. Et en plus, si derrière, ça conduit à des pertes de rentabilité, ça devient ingérable. Donc, il y a de nombreux freins, mais celui-là en fait partie. Puis après, il y a d'autres freins, type ce qu'évoquait également Pierre, l'accès à l'information et à la formation sur les différents éléments qui sont nécessaires à repenser dans des systèmes. Mais pour cela, il y a la matière, que ce soit dans les organismes de conseil, chambres d'agriculture, instituts techniques ou autres types de structures. Il y a de la matière, il y a du contenu, mais probablement que un des freins principaux aujourd'hui, c'est la capacité à prendre le risque. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, pour respecter le format, on va en terminer là, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat et nous solliciterons Pierre et Lionel pour y répondre et les réponses seront en ligne.
Je rappelle que le webinaire sera visualisable en replay. Et encore une fois, merci pour votre participation et un grand merci Lionel et Pierre pour votre duo qui est salué par tout le monde et votre éclairage précieux. C'était une première représentation pour Pierre et moi avec ce webinaire, mais il y en aura d'autres, je pense. Merci beaucoup. À tous merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous.